Alors, je voudrais qu'on commence ces premiers thèmes, en fait, sur le dispositif romanesque de ce livre, qui me paraît extrêmement intéressant. En fait, vous mettez en scène un trajet en voiture, une centaine de kilomètres, du nord au sud, vers Tel Aviv, par la route côtière. Et le narrateur, c'est Nahor, c'est le jeune homme. Donc, c'est quelques heures, quelques jours après ce qui va se passer dans le livre. Il est en compagnie de sa mère, qu'il est allé chercher, et ils descendent sur Tel Aviv. Et il va lui raconter, en fait, ce qui s'est passé dans les jours qui ont précédé dans Tel Aviv évacué. Et donc, on suit leur progression. Et dans le livre, vous mettez des panneaux routiers. En fait, c'est vraiment des panneaux routiers qui sont insérés dans le texte, qui défilent, qui découpent le texte en séquences et qui rythment le récit. Alors, pour que tout de suite, on puisse se rendre compte concrètement de ce dispositif, on a pensé avec David qu'on pourrait peut-être lire le début, en fait, du roman pour qu'on voit justement comment cela s'installe. Non, non, pas besoin d'attacher la ceinture, pas en temps de guerre, maman. Tu peux reculer ton siège avec cette manette-là. Ouais, comme ça. Ça va, t'es bien assise? Tu entends Rufus japper? Je le vois dans le rétroviseur. Il a pas l'air content que tu partes. Ça lui fait quel âge déjà? 12 ans? 13? 15. École, ralentir. Oui, pardon. C'est nouveau ces dos d'âne. Oui, c'est pour... Oups, sorry, encore un. Faut que je fasse gaffe. Ce taco n'est pas à moi, c'est la caisse de mon pote Yoni. Tu vois qui c'est? Mais si, un grand maigre avec des cheveux roux coupés en brosse qui étudiait avec moi à la fac. Il m'a laissé les clés de sa tire quand il a été mobilisé. Et celle de son appart pour que je passe arroser les plantes. Un petit 2 pièces. C'est là qu'on s'est caché au début, chez Yoni. Le kibbutz n'a pas changé, dis donc. À part les dos d'âne. Toute direction à 50 mètres. Dommage que papa veuille pas venir avec nous. J'ai essayé de le convaincre ce matin. Pendant que tu montais dans la voiture, il avait déjà mis son bleu de travail et ses bottes. Une ferme, ça se quitte pas comme ça. Pourquoi tu lui cherches toujours des excuses? Je vais prendre par la vieille route de Jenin et longer le mur de séparation jusqu'à Salem. Si ça roule bien, on sera à Tel Aviv dans 2 heures. Regarde, un coquelicot. Mayan Harod, 3 km. Ne sois pas triste, maman. Mais je suis pas triste. T'aurais fait quoi à ma place? J'aimerais le savoir. Mayan Harod. Nous avions préparé nos sacs à dos, Yael et moi, fermé l'eau et l'électricité comme requis. Il n'y avait plus qu'à aller chercher Saba. Je l'avais prévenu que je passerais le prendre vers 13 heures. Yael est venue avec moi. Tu sais comment Saba s'entendait bien avec elle. Mon amoureuse, comme il disait. Lorsque nous sommes arrivés chez lui à 13 heures, nous l'avons trouvé installé dans son fauteuil en train de lire Molloy, en anglais. Il s'est vite levé pour nous offrir à boire, de la vodka tiède, tout en nous parlant de Samuel Beckett et de James Joyce. Et nous l'avons laissé parler, se perdre en considération sur Ulysse et le Stream of Consciousness, puis revenir à Beckett et au rapport équivoque de ces personnages au réel, sans oser l'interrompre. Nous avions compris, tu vois. Il n'y avait pas eu d'alerte ce jour-là, pas de missile. Alors lui, du coup... Il avait oublié que c'était la guerre. Sur le moment, nous n'avons pas eu le courage de le lui rappeler. Pas par peur de le brusquer, ah ça non, mais parce que ça nous faisait du bien de l'écouter, de l'entendre proclamer que les écrivains parlent trop de la mort, de savourer sa vodka insipide, d'oublier la guerre, nous aussi. Ça ne t'est jamais arrivé à toi de faire abstraction de ce qui se passe autour? Comme si tu étais un personnage de Beckett? D'éprouver ce sentiment de dérision à propos de tout? Comme si tu étais Molloy?